Merci beaucoup, docteur. On passe à présent à notre invité du jour. Et notre invité ce week-end, c'est Florence Méréo. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste, reporter pour Le Parisien aujourd'hui en France et vous publiez chez HarperCollins ce livre, Les Résistantes, soit 12 femmes confrontées à un moment de leur vie à un problème médical et qui ont fait bouger la médecine, qui ont obtenu des avancées. 12 femmes avec un destin particulièrement remarquable. On va évidemment revenir sur quelques-unes d'entre elles avec vous. Mais tout d'abord, docteur, est-ce que les associations de patients ont changé quelque chose dans la relation médecin-malade? Oui, puis les patients aussi, c'est-à-dire qu'on parle de de l'empowerment des patients, c'est-à-dire cette relation médecin-malade qui doit s'équilibrer. C'est clair que les associations ont un rôle d'information, ont beaucoup changé les choses dans notre relation individuelle avec les patients, qui sont beaucoup plus informés, qui peuvent avoir comme ça des informations auprès d'associations et arriver en consultation avec ces infos. Et puis sur le plan institutionnel aussi, ces scandales de santé publique qui, sans ces résistances de femmes ou d'hommes, mais d'associations en tout cas, n'auraient pas fait bouger les lignes, ça c'est clair. Alors Florence Mario, vous avez voulu nous raconter ce moment où finalement une vie bascule, sauf que chez certaines de ces femmes, eh bien, ce moment aussi fait bouger des lignes. De qui parle-t-on exactement? On parle de femmes, de citoyennes ordinaires qui ont vécu une histoire extraordinaire. Ce sont des citoyennes que rien ne prédisposait à s'occuper du milieu médical, et parce qu'elles ont été confrontées à un médicament ou à une problématique médicale, elles ou leurs enfants se sont soulevées et sont allées arracher des avancées en médecine dont nous tous on profite. Quand je dis nous tous, c'est les femmes, mais également les hommes. Oui, d'ailleurs, il n'y a pas de femmes, hein. C'est 12 femmes. C'est fait exprès ou c'est parce Il y a qu'on pas n'a d'hommes. pas trouvé d'hommes Non, il y a des résistants, bien sûr, mais le fait est que si vous regardez les crises sanitaires de ces dernières décennies, ce sont les femmes qui ont été les plus impactées par ces crises. Prenez le Distilbène, le Lévothyrox, la Dépakine, les implants mammaires, les implants de contraception, ce sont des femmes, et ce sont ces femmes qui aussi se soulèvent et vont arracher des avancées. Non seulement elles lancent l'alerte, mais en plus elles la portent dans la durée. Certains combats durent depuis 5, 10, 15 ans pour certaines. Et puis ça traduit probablement aussi une certaine discrimination au départ, c'est-à-dire que ces femmes qui ne pouvaient pas faire porter leur voix sont des mères aussi. Il y a le combat de Marine Martin qui a un combat formidable pour la Dépakine avec son enfant qui avait des signes probablement liés à la Dépakine qu'elle avait prise elle, et elle n'arrivait pas à faire entendre raison. Et c'est ce combat aussi de mères, de femmes discriminées au départ, tout à fait, qui ont fait qu'elles ont pris la parole. Et vous parliez de Marine Martin, ça fait 8 ans qu'elle ferraille Marine Martin pour faire reconnaître la dangerosité de la Dépakine prise pendant la grossesse. Ça fait 8 ans qu'elle se bat pour faire améliorer le système, et finalement elle y arrive petit à petit, bout par bout. Là récemment, elle a encore permis une amélioration dans le système d'indemnisation des victimes. Et oui, pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, ce sont des femmes, ce sont aussi des mères qui ont été touchées. Marine Martin, ses 2 enfants sont handicapés à cause de la Dépakine. Il y a le combat d'Aurélie Joux, qui a eu un médicament pour déclencher son accouchement administré à une trop forte dose, et dont l'enfant, Timéo, qui a 9 ans aujourd'hui, est né handicapé. Il est aujourd'hui handicapé à 80%. Et évidemment, c'est le combat d'une maman. Alors, exemple très concret, justement, on parlait de Marine Martin pour la Dépakine, c'est grâce à elle, finalement, qu'on a le pictogramme grossesse sur les boîtes de médicaments. C'est vrai que ça paraît fou que ça vienne d'elle et que ça n'existe pas depuis tout le monde le des savait, décennies. c'est-à-dire que depuis 30 ans, on sait dans notre Vidal, notre bible de médicaments, on savait que la Dépakine, il ne fallait pas la donner avec la grossesse, mais ça a permis de mettre des noms, des visages et puis des drames humains, et de faire bouger les choses grâce à la presse aussi. C'est-à-dire le rôle de la presse, il est assez nouveau aussi dans ces histoires-là. C'est vraiment une association entre les malades, ces femmes-là, ces combats de vie, et une journaliste. Finalement, ce qu'on remarque, que ce soit avec tous ces combats, c'est qu'elles ont d'abord hurlé longtemps sans être entendues, et ensuite c'est aussi quand la presse s'empare du sujet que là ça explose, et que souvent les autorités de santé viennent ensuite à elles. Mais normalement ça devrait être l'inverse. Voilà, c'est ça, c'est le parcours du combattant, mais il devrait avoir plus de proactivité des autorités de santé et des industriels pour aller essayer de repérer les signaux qui émanent un petit peu de partout, et notamment aujourd'hui du web. Et d'ailleurs, vous les avez suivies, ces femmes, dans une partie de leur combat, parce que c'est vrai que pour certaines d'entre elles c'est depuis vraiment des années. Est-ce que vous les avez suivies? En tant que journaliste, oui, absolument. Il y a certaines, je les connaissais depuis pour des enquêtes que j'ai fait au Parisien. Je pense aux implants de contraception Essure, je pense au Lévothyrox. D'autres, je les ai découvertes. Et pour moi, il était très important de faire 2 choses. D'aller les rencontrer chez elles, dans leur environnement, avec leur famille, leurs enfants, leur mari, pour voir un petit peu
comment elles vivaient aussi leur statut de victime, parce que ce sont avant tout des victimes, donc elles ont pu se confier un petit peu dans ce qu'elles avaient de plus intime, et ensuite de les accompagner sur le terrain, d'aller voir comment elles agissent à l'Assemblée, dans des débats, dans des conférences, voir un petit peu leur pugnacité. Ces femmes, c'est 12 bagarreuses, c'est 12 courageuses. Le choix était difficile de ces 12 femmes ou c'était finalement assez évident avec les 12 grands scandales sanitaires? Pour moi c'était assez évident, même s'il y en a d'autres, et effectivement, il a fallu à un moment donné faire un choix, mais le choix était assez évident, et surtout, ce que je voulais montrer, c'est qu'à la fin, il pouvait avoir des avancées positives, que l'action citoyenne, elle peut avoir quelque chose de collectif et quelque chose de positif. Ouais. S'il y a un point commun entre toutes ces femmes que vous avez rencontrées, on précise, hein, elles n'avaient pas d'argent, elles n'avaient pas de réseau. Non. Oui, c'est ça, pas d'argent, pas de réseau, pas de contact dans le milieu médical, et elles ont ferraillé avec leurs propres moyens, souvent pas grand-chose. Alors elles se sont servies des nouveaux outils, les pétitions en ligne, qui ne doivent pas établir la politique de santé en France, mais qui en tout cas sont des bons supports de mobilisation citoyenne et pour alerter les autorités de santé. Elles se sont débrouillées avec ce qu'elles pouvaient, mais surtout beaucoup de ténacité et de pugnacité. Pas d'argent, pas de réseau, on pourrait dire pas d'écoute aussi, pas d'interlocuteur. Qu'est-ce qui a changé finalement après ces scandales de santé publique? Parce qu'on a l'impression qu'ils sont en train comme ça, de chaque année, il y a son nouveau scandale, mais finalement rien ne change. Oui, il y a pas grand-chose qui change, si ce n'est que quand même, aujourd'hui, on se rend compte que les autorités de santé savent qu'elles vont devoir composer avec ces femmes. Donc, ils commencent à avoir une ouverture, plus d'écoute. Après, il y a des choses qui ont été demandées. Il y a toujours une... vous le savez, hein, dans le rapport sur la mission d'information après le Levothyrox, il y avait une grande... Je sais, parce que voilà, je suis vous l'avez le co-président l'a coécrit. On a demandé beaucoup de choses. Vous mais demandiez une cellule vigie médicaments avec des actions proactives des autorités de santé. Cette cellule, si je ne me trompe pas, elle n'est toujours pas mise en place. Alors, elles livrent aussi leurs conseils de résistantes, ces femmes, à chaque fin de chapitre. Objectif, faire en sorte qu'il soit plus facile d'alerter et puis aussi profiter de leur expérience. Absolument, finalement, elles donnent les conseils qu'elles auraient aimé elles-mêmes recevoir avant de commencer leur combat. C'est des conseils très pratiques, ça va être des choses qu'on pense toutes bêtes. Obtenir son dossier médical, vous vous dites c'est très facile, bah non, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Donc elles vont expliquer comment on prend un avocat, comment on essaye de trouver, de limiter les frais, comment est-ce qu'on fait une déclaration de pharmacovigilance, c'est-à-dire comment on signale ses effets secondaires sur les sites internet. Voilà, donc elles livrent chacun 3 petits conseils qui peuvent être utiles à tous et à toutes. Alors ça paraît complètement fou, parce que demander son dossier médical, c'est une obligation. Il y a la loi du 4 mars 2002, qui est la loi Kouchner. 2002, on est en 2019, bientôt en 2020, c'est-à-dire que ça fait 17 ans, et que cette loi, finalement, les administrations ne se sont toujours pas mis au diapason, et c'est toujours le parcours du combattant. On va vous envoyer quelques pages comme ça, alors que finalement, pour avoir l'intégralité de son dossier médical, il faut faire un recommandé avec accusé de réception, en demandant bien l'intégralité du dossier. Mais ça, parfois, ça va être des mois et des mois avant de l'obtenir. C'est long. C'est très long. Et du coup, vous êtes devenue un peu l'interlocutrice, vous vous occupez des pages santé du Parisien. Vous avez comme ça, chaque semaine, des gens qui vous disent attention, moi voilà, je suis en train de subir telle chose et j'ai un blocage de l'administration. Est-ce que vous êtes devenu un recours finalement, vous, la presse? En tout cas, on est très sollicité. Ça ne veut pas dire qu'on répertorie chacune de ces sollicitations. Et comment vous faites le tri? Voilà, absolument. Mais il faut faire le tri. Il y a un gros tri en amont à faire. Nous, on essaye toujours d'aller voir un petit peu plus loin. Déjà, est-ce que c'est des choses qui se reproduisent? On regarde nous aussi sur Internet ce qui se passe. S'il y a des véritables problématiques, on fonctionne beaucoup avec les associations qui effectivement sont des gages de confiance, qui nous disent oui, cette problématique elle est là, ou non, on la connaît pas. Donc on essaye de se renseigner et après on décide de relayer ou pas selon si sujet, parce que évidemment toutes les revendications ne donnent pas lieu à un article. Alors, je voudrais juste qu'on revoie la photo de la couverture de votre livre. Ce sont ces 12 femmes qui sont réunies. C'est vous qui les avez réunies finalement. Qu'est-ce qui s'est passé quand elles se sont retrouvées toutes les 12 ensemble, avec ces 12 combats très différents et qui ne sont pas du tout terminés pour certaines d'entre elles? Alors, je crois pouvoir dire qu'elles étaient assez émues, assez fières et assez contentes de se rencontrer. Elles se connaissaient de nom, de loin. Là, on les a réunies lors d'une journée complète et finalement, elles se sont connues et aujourd'hui, elles continuent d'échanger, elles s'échangent beaucoup de mails, elles se téléphonent, elles commencent à établir des passerelles entre leurs causes et bien évidemment, ça ne me regardera plus, mais je crois qu'elles sont en train d'écrire leur propre histoire, leur histoire de femmes solidaires. Merci beaucoup Florence Merriot. On renvoie évidemment à votre livre, qui est un livre très inspirant cette fin d'année, peut-être à glisser sous le sapin. Merci beaucoup.